Salut. Ouais, intro la plus courte que j'ai jamais faite, mais pas le temps de niaiser, hein. Ouais. Alors, oui, je vais parler d'animé, de ces séries débiles pour ados boutonneux, ultra violentes, hein, comme diraient les boomers. Boomers qui vont ensuite regarder les infos où on montre de la violence sensationnelle et où on dit que la 5G des masques ne marche pas contre le virus chinois originaire de l'animal mi-chauve, mi-souris et remi-pangolin pattaya. Complotiste. Enfin, c'est bien ça qu'on dit aux infos, non? Théorie du complot. Je sais pas, je regarde pas. Hein? Ouais, c'est pour montrer la débilité des préjugés d'avoir un avis tranché sur quelque chose qu'on connaît absolument pas. Ah oui, non mais... Attention, hein, ici ça dénonce, hein. Ouh. Mais au fait, c'est quoi un animé? Un animé, ou anime, ou japanime, ou encore japanimation désigne une série d'animation ou de films d'animation en provenance du... C'est le diminutif du mot animation, lui-même transcription de l'anglais animation et non pas du français animé comme beaucoup le pensent. Merci Wikipédia. Ce sont souvent des adaptations de manga ou de light novel. Mais qu'est-ce qu'un manga ou un light novel du coup? Un light novel est un roman assez court avec quelques illustrations s'adressant à un public de jeunes adultes. Un manga est une bande dessinée japonaise avec une iconographie particulière et reconnaissable. Bon, jusque-là, ça va. Le manga ayant évolué pour être produit rapidement et à moindre coût, il est principalement en noir et blanc et ses dessins sont plutôt simples mais explicites. Il sort du dessin réaliste pour s'axer sur un dessin qui permet de mieux comprendre les situations et les émotions des personnages en exagérant les traits physiques et les effets pour avoir un plus gros impact sur le lecteur. Et comme Wikipédia le rappelle, il ne faut pas confondre manga et animé, même s'ils sont très liés. En gros, les animés sont la version, animée des mangas. D'où le nom en fait. Voilà, c'était un petit tips pour se repérer là-dedans, hein. Ne me remerciez pas. Non mais après, ça peut aider, hein, parce que si jamais vous faites l'erreur devant un weeb, il risque de vous maudire sur des générations. Et bon, de toute façon, les générations futures, elles sont déjà foutues, donc ce serait dommage de leur rajouter une couche, hein. Enfin, après, moi je dis ça, voilà, Ah, oui, on me fait signe dans l'oreillette qu'il y a un nouveau mot. Weeb. Qu'est-ce qu'un weeb? Alors, certaines définitions s'embrouillent un peu, parce que les termes ont évolué, mais aujourd'hui, un weeaboo est ce qu'on appelait un weeb avant. Ah oui, on me fait signe, il y a un nouveau mot, en effet, weeaboo. Qu'est-ce qu'un weeaboo? Un weeaboo, c'est une personne ne faisant pas partie de la culture asiatique, principalement japonaise, mais qui se l'approprie totalement. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Il pense parler japonais, mais ne va parler uniquement que le japonais utilisé dans les animés, Alligato. qui est très différent du japonais courant. Je suis japonais. Mais pour faire court, Je suis japonais. c'est comme si quelqu'un s'exprimait comme s'il était un personnage d'une pièce de théâtre de Molière. Je suis japonais, je suis né au Japon. Ça reste la même langue, mais pas du tout le même registre. Tomo. Weeaboo, donc plutôt très négatif, hein. C'est une bonne insulte des familles, comme on dit. Et du coup, un weeb, c'est juste un aficionado, hein, des mangas et des animés, tout simplement. Comme on pourrait communément appeler un cinéphile, une personne qui aime le cinéma, hein, qui est aficionado du cinéma. J'ai pas réussi à le dire même. Tant pis. Pour en terminer avec les définitions, vous avez peut-être déjà vu passer le terme otaku, qui est le mot japonais équivalent à notre mot geek, et qui définit une personne passionnée de sujets comme les jeux vidéo, l'informatique, les films, les séries, les animés, les romans, les mangas. Tout comme les weeaboos sont un peu les clichés des weebs, quand on ne connaît pas, on s'imagine que les gens qui aiment vraiment les animés sont des adolescents prépubères boutonneux qui dorment avec un coussin en forme de leur waifu préféré, qui ne se lavent pas, etc. etc. Peut-être qu'il a existé ou qu'il existe de telles personnes, hein, tout comme la plupart des préjugés sont basés sur le réel, mais clairement ça représente une extrême minorité que l'esprit collectif, ou comme les gens qui se l'appellent disent les normies, a retenu. Il y a de nombreux préjugés associés aux animés et aux mangas, les principaux étant c'est débile et abrutissant. Vraiment. Et un film ayant comme personnage des emojis, c'est pas débile. Et un documentaire qui prouve que la pandémie en cours n'est qu'un complot mis en place par Bill Gates pour déployer la 5G et nous contrôler avec des nanoparticules, c'est pas abrutissant ça? Vous avez une rage incroyable. Ouais. Pourtant, tous les films ne sont pas débiles et tous les documentaires ne sont pas abrutissants. Il existe peut-être un animé qui est débile et abrutissant, mais dire que tous le sont parce que peut-être un l'est, c'est juger un peu trop hâtivement quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. Et comme on va le voir plus tard, les animés sont plutôt riches et diversifiés. Mais c'est trop pour les gamins quoi. Celui-là va souvent de pair avec le précédent. Bah oui, hein, si c'est débile, c'est forcément pour les enfants, n'est-ce pas? Parce que bon, les enfants, ça leur donne pas des trucs débiles, ils comprennent rien, c'est con un enfant quoi. C'est pas du tout en leur montrant des choses un petit peu compliquées, un minimum mature que les enfants ils apprennent des choses. Non, ça saurait, hein, depuis le temps. Et ça vaut pas que pour les animés d'ailleurs, hein, malheureusement.
Alors, je ne dis pas d'exposer les enfants à absolument tout, au contraire, mais rendre les choses débiles par seul prétexte que ça s'adresse aux enfants, c'est encore plus débile en fait. En dehors de ça, les sujets abordés par les animés sont souvent plus matures et complexes qu'il n'y paraît. Et ça aussi, on va le voir plus tard. Hein. C'est violent, pornographique et sexiste quoi. Celui-là entre complètement en contradiction avec le précédent. Ce qui est paradoxal. Comme pour les films, il y en a qui sont destinés à un public plus jeune que d'autres, et il semblerait impensable de montrer A Serbian Film à un enfant. Si vous ne connaissez pas, c'est pas plus mal. Sinon, désolé hein. Eh bien, là, c'est exactement pareil. Après, en effet, il y a le fameux fanservice présent dans pas mal d'animés et qui consiste à avoir des situations où les personnages se retrouvent dans des positions sexualisées, dans des tenues dénudées, etc. Mais déjà, pas tous ont ce fameux fanservice. Et après, on peut encore faire un parallèle avec le cinéma. Les films s'adressant à un jeune public, principalement masculin, contiennent aussi cet aspect de sexualisation qui souvent tombe dans le sexisme. Les bons gros plans sur des culs sont chose commune à Hollywood. La sexualisation fait partie de notre société, quel que soit le support. Elle se manifeste juste différemment dans les animés. Mais c'est pas forcément une bonne chose du tout. Hein. Je prends pas la défense de ça. C'est moche et c'est animé avec le cul. Bon alors, hein, les goûts et les couleurs, hein, ça, ok. Mais certains extrapolent jusqu'à dire que ce n'est pas de l'art. Alors, ne pas aimer un style, c'est une chose, tout le monde a le droit, encore heureux, putain oui. Mais de là à dire que ce n'est pas de l'art, je suis désolé, c'est un manque total d'objectivité. Mais vraiment, total. Voici par exemple un petit montage concocté par mes soins, qui montre un petit peu la beauté dans la variété aussi des animés. Voilà, donc dire que c'est pas de l'art, ouais, dire que c'est pas du cochon à la limite, l'art cochon. Oh non mais c'est toujours la même chose quoi. Encore une fois, on peut faire un parallèle avec le cinéma et dire que tous les films sont les mêmes, parce que la structure des scénarios est souvent identique. Eh bien, ça vaut aussi pour les histoires que les japonais racontent. La fameuse structure en 3 actes reprise dans tous les films hollywoodiens, le voyage du héros, tout ça. Eh bien, c'est exactement la même chose ici aussi. Enfin, pas exactement non, parce que non, c'est pas tout à fait la même chose, et on va le voir plus tard justement pourquoi c'est pas exactement la même chose. Comme dit précédemment plusieurs fois d'ailleurs, les animés sont bien originaires des mangas, et les mangas ont toujours eu une iconographie particulière. Du fait de son support statique, les mangaka, les auteurs de manga, ont rapidement exagéré les expressions et les effets afin de les rendre plus impactants pour le lecteur, et cet aspect a été retranscrit dans la plupart des animés. Ne serait-ce que pour les expressions faciales, beaucoup accentuent ces traits pour rendre les visages aux proportions inhumaines, mais qui appuient totalement le ressenti du personnage dans la situation, les plus exagérés étant souvent liés au genre comique. Les effets, quant à eux, sont souvent là pour isoler un personnage et rendre plus impactant son action ou la situation dans laquelle il se trouve. Visuellement, on peut aussi noter que la proportion des corps est souvent différente, avec des libertés, comme avec les yeux disproportionnés qui permettent d'afficher plus facilement des nuances d'émotion, ou encore les cheveux qui peuvent avoir des formes qui vont changer en fonction de l'émotion ressentie du personnage et l'appuyer encore plus. Au-delà des expressions disproportionnées, ce qui dépend du public, plus les yeux sont gros, généralement plus le public visé est jeune. Il y a aussi tous les jeux d'images, le corbeau qui passe avec les poings pour exprimer le silence, la réduction des pupilles pour la peur, la statification pour la surprise, le corner of woe pour la tristesse ou déprime, le sang qui se glace, les éclairs, des traits, des étoiles, des trucs abstraits chelous dans tous les sens. Il y a beaucoup de conventions graphiques propres au genre. Et évidemment, il n'y a pas que l'aspect visuel qui est particulier avec les animés. Le son est très important, on y retrouve des bruitages caricaturaux ou plus impactants que réalistes qui viennent habiller les scènes et les actions. La musique joue beaucoup aussi, même si c'est souvent les génériques d'ouverture et de fermeture qui vont marquer. Ce qu'il y a de vraiment remarquable avec l'aspect audio des animés, c'est sûrement le jeu des acteurs doubleurs. Toujours dans l'optique d'appuyer encore plus les émotions ou l'impact de la situation, le jeu d'acteur est souvent très explicite. On pourrait presque le qualifier de surjeu, mais ça fonctionne vraiment bien dans le contexte d'un animé. Si on n'est pas habitué, il faudra sûrement un petit moment pour s'y faire, mais une fois qu'on s'y fait, il est difficile d'imaginer les animés sans ce jeu des doubleurs si particulier.
Quant à la structure, comme dit précédemment, elle est très similaire à celle des films et plus généralement de tout type de récit. La plupart ayant une structure suivant celle du voyage du héros qui se passe en 3 actes, l'introduction, les péripéties et la résolution. Ici c'est très similaire à une différence près. La structure de base des récits asiatiques se fait en 4 actes et s'appelle Kishotenketsu. Il y a toujours l'introduction, Ki, les péripéties, Sho, mais cette fois-ci on a le point culminant qui va tout changer, Ten, et enfin la conclusion, Ketsu, Kishotenketsu. Ce qui revient donc à rajouter un 4e acte qui montre les résultats de l'histoire pour les personnages et l'univers. Chose qui se fait d'ailleurs de plus en plus pour les films hollywoodiens par exemple. Il y a même des structures particulièrement codifiées, comme c'est utilisé pour les shonen, j'explique ce que c'est plus tard, qui est le neketsu et qui signifie sanshō. Généralement, on a un jeune garçon orphelin en tant que héros, à la recherche de son père, qui a un objectif qu'il veut absolument réaliser, qui est foncièrement honnête mais très naïf, qui a des capacités hors normes qu'on va voir évoluer. Ses premiers adversaires deviennent généralement ses plus fidèles amis, et avec ceux-ci, ils vont combattre le mal. Ils vont participer à des tournois, et lorsqu'il est sur le point de mourir, le héros se révèle plus fort que jamais grâce à sa volonté, son envie brûlante de gagner. D'où le neketsu. On peut aussi classer les personnages dans des catégories précises, des stéréotypes souvent réutilisés. Chacun ayant un nom en délai, le plus connu étant Tsundere, qui vient du mot tsuntsun et qui signifie distant, froid. C'est donc un personnage distant et froid qui va donc montrer son amour pour d'autres personnes de manière plutôt violente et ne va pas savoir prendre des compliments par exemple. Il y a aussi Yandere qui a l'air gentil mais qui cache quelque chose au fond. Dere profondément gentil, Dandere, Bakadere, Keredere, mais mon préféré reste le Kamidere, le personnage avec un complexe de dieu, comme le personnage principal de Death Note par exemple. Chose intéressante, il existe des adaptations en live action, donc filmées avec de vrais acteurs, de beaucoup d'animés, dont Death Note justement, qui reprennent donc toutes les particularités mais avec de vrais acteurs. Alors, sans parler de qualité d'adaptation, je trouve ça particulièrement déroutant de voir de vrais acteurs avoir un jeu aussi accentué et dans des situations vraiment exagérées. Mais alors, pour le jeu, c'est plus une différence culturelle qu'autre chose, même si c'est particulièrement accentué dans les animés. Les Japonais ont une vision plus théâtrale du cinéma qu'en Occident, où on va plus tendre vers un certain réalisme. Tout ça est dû au début de l'histoire du cinéma, de la photographie et de l'évolution du théâtre japonais. C'est vraiment super intéressant, mais c'est absolument pas le sujet de la vidéo. Je voulais juste parler du fait que des gens essayent d'adapter les animés et toutes leurs particularités, et que ça rend en plus ou moins bien. Alors c'est très bien jusque-là, hein, mais là, de ce qu'on a vu, ça n'a pas l'air si varié justement, avec tous ces codes, tous ces machins et tout. Alors déjà, il y a une chose dont je n'ai pas vraiment parlé, et qui est la différence culturelle. Je ne m'y connais pas assez personnellement en culture japonaise, donc je vais pas vraiment aborder le sujet, mais ça doit sûrement jouer un rôle dans le rendu et dans le fait que tant de personnes apprécient les animés. En tout cas, ça joue clairement sur leur richesse et leur diversité. Il en existe beaucoup de types différents. Il faut savoir que les mangas, et par extension les animés, sont classés principalement par âge et sexe du public visé. Pour les enfants de moins de 10 ans, on va parler de Kodomo. Pour les jeunes hommes de 8 à 18 ans, on parle de Shonen. Pour les jeunes filles, de Shoujo. Pour les hommes au-dessus de 16 ans, de Seinen. Et pour les femmes, de Josei. On retrouve évidemment les genres plus classiques que sont action, aventure, comédie, drame, science-fiction, horreur, etc. Mais il y a des genres particuliers propres aux animés. Le genre mecha est un genre dans lequel des robots géants combattent d'autres robots géants ou des créatures diverses et est assez emblématique dans l'imaginaire collectif dès qu'on parle d'animé. La série Gundam est sûrement une des plus connues. Le slice of life ou petite tranche de vie est un genre qui n'est pas propre aux animés mais qui est particulièrement présent dans ce média. Il montre le quotidien de personnages dans lequel les histoires sont souvent axées sur les émotions et les relations entre eux. C'est un genre que j'apprécie particulièrement et qui, même si on le trouve pas que dans les animés, reste particulier lorsqu'on le regarde à travers le prisme de la culture japonaise. On peut citer Toradora par exemple. L'isekai est un genre particulier dans lequel un personnage lambda va se retrouver bloqué dans un monde virtuel, souvent un jeu vidéo. C'est un genre qui va surtout parler aux gamers quoi. Sword Art Online en est un des plus connus. Le harem est un genre bien coté dans lequel un jeune homme normal va vivre un événement qui va lui faire rencontrer plein de jeunes filles d'un coup et qui vont s'intéresser à lui soudainement. Forcément, ça va mener à des situations assez cocasses. C'est peut-être un des genres qui m'intéresse le moins, mais il existe. On peut citer par exemple The Quintessential enfin, ça là. On va monter la température d'un petit cran avec le genre ecchi. Souvent mélangé à d'autres genres, la particularité principale est que les personnages sont extrêmement sexualisés. Kill la Kill en est un bon exemple. Bon, après, encore un cran au-dessus, hein, il y a le hentai, qui est juste de la pornographie animée, hein. Mais personne ne veut vraiment jamais regarder, hein. À part peut-être Samuel L. Jackson. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. A noter que beaucoup se passent au lycée, sûrement parce que le public ciblé est principalement des lycéens et que ça parle à beaucoup de monde, mais c'est devenu tellement récurrent que c'en est devenu un sous-genre. Genre school est donc souvent lui aussi mélangé à d'autres genres. On peut aussi noter que les animés basés sur des activités sportives, souvent au lycée d'ailleurs, sont très répandus et très populaires. Genre sport va donc souvent de pair avec school. Jeanne et Serge ou Olive et Tom sont de très bons vieux exemples. Un genre qui est vraiment propre aux animés et qui, je trouve, est incroyable, c'est le Yashikei.
qui signifie en gros guérison. C'est plutôt un sous-genre du slice of life, mais c'est assez atypique pour que j'en parle. On y voit des personnages vivre une vie paisible et partager de bons moments. C'est relaxant, souvent magnifique, c'est juste incroyablement apaisant. Il y a peu d'animés uniquement de ce genre, mais il y a beaucoup de passages IHK dans de nombreux animés, des scènes plus calmes où on prend juste le temps de contempler un magnifique paysage, de profiter de choses simples de la vie. On peut un peu comparer ça à la série de jeux vidéo Animal Crossing. On voit donc que les animés sont aussi riches et variés que n'importe quel autre support en fait, et que souvent en ne connaissant pas, on ne soupçonne pas autant de richesse, même si la plupart s'adressent quand même à un public jeune masculin. Bon, là c'est le moment où je vais parler d'animés qui m'ont marqué, et d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils m'ont marqué, et juste de partager et de donner envie peut-être de les regarder. Je vais commencer par un des premiers animés que j'ai vraiment regardé quand j'étais ado, qui est GTO. Great Teacher Onizuka est un shonen diffusé début 2000 se passant dans un lycée. On y suit Ekichi Onizuka, 22 ans célibataire, libre comme l'air et grand master flash des professeurs. Un jeune professeur au passé douteux qui est nommé pour prendre son premier poste dans une classe difficile. Et on va pas se mentir, je pense qu'on a tous rêvé d'avoir un prof comme Onizuka. En tout cas, quand on était au collège, lycée. Et puis pour les gens de ma génération, j'imagine. Outre l'humour qui, même aujourd'hui, marche toujours sur moi, même si c'est un petit peu sexiste quand même, cette série m'avait particulièrement surpris à l'époque par l'humanisme de ses personnages et les valeurs mises en avant qui m'ont toujours parlé. Le non-conformisme, le passage à l'âge adulte, la prise de responsabilité, l'empathie, la fidélité entre amis. Ce sont des thèmes récurrents dans les shonen, mais ici c'est fait de manière très naturelle et sincère, sans forcer, ce qui rend les personnages particulièrement attachants et qui permet de vraiment toucher le public ciblé. En tout cas, c'est vraiment l'animé qui m'a fait me dire « Ah ouais, putain, mais en fait, les animés, c'est trop cool quoi !» Et grâce aux acteurs de doublage de qualité, et un peu à la nostalgie je pense, c'est le seul animé que je préfère regarder en VF. Benoît Dupac interprétant à merveille Onizuka. Je t'en foutrais, moi, des professeurs. Vous vous souvenez que vous êtes mes élèves, maintenant que ça vous arrange. Arrêtez un peu de vous foutre de ma gueule. Un prof, c'est aussi un être humain. Quand on lui prend trop la tête, il finit par péter les plombs. Ouah! Et en plus, j'ai même pas encore été nommé titulaire. Il a doublé aussi un personnage dans Charmed à la même époque, ça n'a rien à voir mais j'avais envie de le mentionner. Il est fait pour tuer les êtres de lumière. Bon, par contre, il est disponible uniquement en qualité ultra dégueu. C'est sympa pour la nostalgie quelque part, mais ça le rend absolument pas accessible pour regarder de maintenant. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est probablement mon shonen neketsu préféré. Diffusé à partir de 2011 pour la dernière version, il existe une première version en 99. Le manga n'étant pas encore terminé, l'anime se termine en fin ouverte avec, on l'espère, une suite un jour. Mais la fin reste malgré tout très satisfaisante. On y suit un jeune garçon, Gon, qui va essayer de devenir Hunter pour suivre les traces de son père disparu et en apprendre plus sur lui. Là où Hunter x Hunter se démarque vraiment, c'est par le traitement de ses thèmes bien plus matures et la richesse de son univers. La plupart des autres shonen du genre vont se limiter à un fantasme d'être toujours plus fort, vaincre les méchants très méchants, et à la fin, tout se termine toujours bien. Et bien, ici, c'est différent. Un personnage moins fort qu'un autre peut quand même gagner en utilisant des stratégies différentes, mais la violence n'est pas toujours la solution. Les ennemis sont des personnages à part entière avec leurs histoires, leurs évolutions parfois très surprenantes. Ils ne sont pas juste méchants pour être méchants, et ils ne sont pas uniquement de simples obstacles au héros, qui lui-même n'est pas le centre du monde. Et la plupart des histoires vraiment intéressantes ne le concernent qu'en partie. Il n'est souvent qu'un participant parmi tant d'autres. Et, chose importante, les actions ont de véritables conséquences plus ou moins lourdes. Et en plus de tout ça, il y a des scènes d'action incroyablement satisfaisantes. C'est le genre d'anime qui s'adresse à la base à un public jeune, mais qui ne les prend vraiment pas pour des cons, qui présente des thèmes matures, mais qui sait bien les présenter pour que ce soit pas trop lourd non plus. C'est sur Netflix, donc allez-y, volez le compte d'un ami, de quelqu'un de votre famille et quoi, et puis allez regarder ça, parce que ça vaut le coup. Seishun Butayaru, jeune gros porc, ou abrégé en Aobuta, porc bleu, ou Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, littéralement le coquin ne rêve pas de son aîné en Bunny Girl, est un seinen comédie romantique, fantasy, tranche de vie, science-fiction, surnaturelle, rien que ça. C'est un animé de 2018 adaptant une série de light novel encore en cours d'écriture. On y suit Sakuta, un lycéen qui mène une vie presque normale, jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune fille en tenue de lapin que seul lui peut voir. C'est le syndrome d'adolescence. Il va donc tout faire pour l'aider tout en se rapprochant d'elle. Par la suite, il va rencontrer et aider d'autres personnes souffrant de ce syndrome. J'aime beaucoup le mélange de genres de cet animé qui allie un côté slice of life romantique avec quelque chose de plus hors norme que le syndrome surnaturel apporte. Ça donne des situations originales et mène à des développements de personnages vraiment intéressants. Ça change aussi du traitement des relations romantiques qui sont souvent très naïves et prudes dans les animés, même pour le standard japonais, mais ici c'est plus réaliste et ça rend l'histoire plus prenante et les personnages plus crédibles.
Le Château dans le ciel est le premier film de Hayao Miyazaki que j'ai vu, et c'est aussi mon préféré, c'est peut-être lié d'ailleurs. Diffusé en 1986, on y suit les aventures d'un jeune garçon et d'une jeune fille à la fin du 19e siècle qui tentent de protéger un cristal magique d'un groupe d'agents militaires, le tout en recherchant un château flottant légendaire. Je sais que c'est pas celui qui parle le plus aux gens, mais personnellement il m'a marqué de par le côté épique de son histoire et en même temps par l'aspect poétique qu'on y retrouve, la relation entre les deux personnages principaux, le design général, les musiques, la fin si surprenante pour moi à l'époque. Avec son univers différent du nôtre, mais en gardant beaucoup de technologie et de gros parallèles avec notre histoire, ce film m'a toujours fasciné. Et les thèmes abordés sont vraiment bien gérés. Et se dire qu'il a été réalisé avec des techniques traditionnelles, vraiment ça ne vieillit que très peu. Et visuellement je le trouve toujours aussi incroyablement magnifique. Laid Back Camp est un seinen slice of life adapté d'une série de mangas. Diffusé en 2018, il raconte les aventures de Richima et ses amis qui vont voyager et vont camper partout au Japon. Quoi, c'est tout ? Oui, parce que c'est un fameux animé du type Yashikei, calme et apaisant. Et ça marche super bien. C'est le genre d'animé à regarder sous un plaid, au chaud, après une longue journée de boulot. Juste voir des personnages fondamentalement gentils, créer des liens, partager de bons moments et voyager dans des paysages magnifiques, ça fait un bien fou. Et ça donne envie d'aller prendre son équipement de camping et d'aller se perdre dans la nature avec de bons amis. La saison 2 est actuellement en cours de diffusion, et clairement ça fait partie de ces petites choses qui réchauffent le cœur. Bon, évidemment, hein, j'ai pas pu parler de tous les animés qui m'ont marqué, parce que ça n'était pas le but. Mais voici quelques mentions spéciales, hein, un peu jetées comme ça, hein, juste parce qu'il fallait que j'en parle, mais que j'ai pas le temps d'en parler plus que ça, donc voici. Cowboy Bebop pour ses thèmes matures et son traitement incroyable. Full Metal Alchemist pour ses personnages touchants et son univers original. Attack on Titans pour ses scènes d'action satisfaisantes et sa dureté écrasante. Kimi no Na wa pour sa beauté et son histoire qui fait chialer à chaque fois. Mob Psycho pour son epicness et son humour parfait. Planet pour son côté hard science-fiction hyper bien réalisé et ses thèmes intéressants. Xam'd Lost Memory pour son histoire prenante et sa maturité. Ghost in the Shell pour son univers qui a marqué l'histoire. Made in Abyss pour son apparence naïve au premier abord qui cache quelque chose de très sombre putain. Mushishi pour son côté apaisant et ses thèmes hyper intéressants. Demon Slayer pour sa beauté et l'epicness de ses combats. One Punch Man pour son humour incroyable et la satisfaction qu'on a à regarder. Evangelion pour ses combats marquants et ses thèmes bien amenés. Kaguya-sama pour son humour et ses personnages attachants. Darling in the Foreign XX pour ses combats trop cool et les relations entre personnages bien développés. Great Pretender pour son design particulier et son histoire intrigante. Trigun pour ses personnages touchants et parce que c'est juste trop cool en fait. Il y a encore beaucoup dont je n'ai même pas pu citer le nom, hein, mais cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc on va passer à la suite. En tout cas, Netflix a une offre déjà incroyable d'animés, donc n'hésite pas à les regarder, il y a souvent beaucoup de petites pépitas. Faut que j'arrête de faire ça, c'est gênant. Personnellement, je me suis vraiment mis aux animés relativement tard. À part quelques exceptions, évidemment. J'ai beaucoup regardé Pokémon quand j'étais jeune. Mais j'évitais les animés pour les mauvaises raisons. J'avais des préjugés dessus et je regrette un peu, mais je suis content aujourd'hui de pouvoir apprécier toutes ces œuvres à leur juste valeur et de voir que, malgré certains codes et structures classiques, c'est très riche et ultra varié. Alors voilà, si vous avez un peu suivi, la réponse à la question « Pour qui sont destinés les animés ?» doit être assez évidente. Ils sont destinés à tout le monde, et il n'y a pas vraiment de limite là-dessus. Je suis persuadé que tout le monde peut y trouver son compte. Bon après évidemment, je ne montrerai pas n'importe quel animé à n'importe qui, mais ça vaut aussi pour n'importe quel support, que ce soit les films, les séries, ou quoi que ce soit. Quand on voit le succès international des films de Hayao Miyazaki, et plus généralement du studio Ghibli, on comprend que les animés peuvent toucher beaucoup de monde et que la culture japonaise a une certaine poésie qui nous fascine et nous envoûte particulièrement. Dire qu'on n'aime pas les animés, c'est un peu comme dire qu'on n'aime pas le cinéma en général. C'est bien trop varié, il y a forcément quelque chose qui nous plaira, qui nous touchera, qui nous parlera, qui nous intéressera, qui nous passionnera, Voilà, tout ça. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer avant de dire qu'on n'aime pas. Un peu comme tout dans la vie d'ailleurs. Et ça, c'est une belle leçon. Bon, par contre, il y a des trucs qu'il vaut mieux pas essayer, hein, comme les trucs mortels. Parce que si on essaie quelque chose de mortel, et que c'est vraiment mortel, et ben après on est mort. Et si on est mort, et ben on est mort, donc on peut plus essayer d'autres choses après. Et bon, être mort, c'est pas très cool, quoi. Ouais. Voilà, et ça par exemple, c'est le genre de réflexion que les animés m'ont apporté. Je suis pas sûr que ce soit un bon argument envers les animés, parce que c'est du bon sens, hein, donc ouais. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaye de faire un mix entre quelque chose de personnel et partager des choses que j'ai appris sur un sujet qui souvent me passionne un minimum à la base. Et puis voilà, je vais essayer de continuer un peu ce genre de vidéo. C'est quelque chose qui me plaît, ça prend du temps, surtout quand on fait pas que ça forcément. Je m'y retrouve quand même là-dedans, donc n'hésitez pas à me dire si j'ai des choses à ajuster ou quoi. Puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et comment est-ce que je vais partir? Je vais partir avec une tongue.
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bye.